le projet, enfin plus que le projet, le démarrage de notre expérimentation autour des usages pédagogiques massifs, puisqu'on nous travaillons sur 3 établissements, de la 6e presque à la terminale, auprès de 1000 élèves. Donc on vous a présenté l'an passé quel était le point de départ de cette expérimentation, c'est-à-dire à quel moment on se questionne, nous enseignants, avec nos élèves, sur un usage citoyen des outils numériques mobiles produits par la société, dans le souci de les préparer à leur avenir. Voilà. Et aujourd'hui, donc, nous allons essayer rapidement de vous proposer le constat des plus-values en fait, remarquées auprès de nos élèves. Vous avez pu en percevoir la portée déjà hier soir au MAMAC pour ceux qui étaient présents, puisque tout ce que vous avez vu a été réalisé uniquement avec leur smartphone. Voilà. Alors la question a été au niveau de la mise en place, quel est le droit, quels sont nos droits et nos devoirs en tant qu'enseignants. Il y a une question éthique, on connaît le fameux article F511-5 qui interdit l'utilisation du téléphone en classe. Donc on a eu la possibilité de lancer une expérimentation sous couvert de la DAN, de la carte de notre académie, et qui a été ensuite suivie par la DNE, donc, qui s'est intéressée, qui nous a suivis, conseillés. Donc le principe c'était de se lancer d'abord en inventoriant le parc existant, c'est-à-dire que fait-on des élèves non équipés. Donc on a commencé par le commencement, c'est-à-dire un inventaire, en se disant qu'on allait attaquer cette expérimentation de manière massive. Quand on dit massive, c'est que c'est sur 3 établissements et 1000 élèves, c'est-à-dire qu'on a pas fait le tri, on a pris tout le monde, et pour essayer d'avoir un spectre large de retour d'usage. Donc à partir du moment où on arrive à 80-85% de taux d'équipement chez les élèves, on s'est lancé. Donc il a été question de cibler des usages. Une des premières questions qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec cet équipement. Donc on a essayé de cibler des usages qui sont, et d'un point de vue disciplinaire intéressant, et je laisserai certainement Madame l'inspectrice faire le point, mais aussi de manière transversale. On s'en rend compte avec ce qui a été présenté que on peut travailler avec ces usages-là dans n'importe quelle discipline. On a décidé de travailler sur la retouche photographique, le montage photographique, le montage vidéo et un lecteur de QR code qui permet aux élèves de récupérer les données, de récupérer les documents qu'on met à leur disposition. Donc la vraie complexité de la chose, elle a été plutôt dans comment connecter de manière sécurisée les équipements mobiles. On a quand même une obligation légale de la CNIL de sécuriser les accès à Internet au sein des établissements. Donc, les procédures existent, on sait connecter n'importe quel type de tablette au sein d'un établissement scolaire sur le Wi-Fi sécurisé, qui est le Wi-Fi pédagogique EMI. Donc on a tout simplement transposé à l'aide de la DAN, à l'aide des proxys existants sur notre académie. Donc il y a eu un travail de mise en place avec les élèves, d'accompagnement, et on se rend compte aujourd'hui, après 2 ans d'usage, qu'on est en totale autonomie avec les élèves, c'est-à-dire que les élèves se connectent tout seuls, de manière sécurisée. Et donc ça commence à répondre, alors après il y a des gens beaucoup plus spécialistes que moi, mais en termes d'usage citoyen, on va dire qu'on est pour l'instant... C'est opérant. Ensuite, par rapport aux usages citoyens, au parcours citoyen, l'idée nous est venue, mais elle nous est venue à tous, hein, on est tous confrontés, enseignants, à ce questionnement. Il y a plusieurs années, quand les élèves nous ont dit écoutez, est-ce qu'on peut prendre en photo le travail que nous venons de produire? Donc là, on s'est dit il y a vraiment quelque chose de fort, puisque leur smartphone, on est bien d'accord, et on en mesure les risques, et on travaille avec eux la question des risques. Leur smartphone, c'est leur journal intime, mais journal intime connecté. Donc, s'ils ont envie de conserver, de communiquer autour du travail mené en classe avec leur journal intime, c'est que la partie est gagnée. Il y a une appropriation effective des savoir-faire, des savoirs travaillés à l'école. Le problème, c'est qu'effectivement, nous étions à 65% de taux d'équipement à ce moment-là, quand nous en avons eu l'envie. Il ne s'agissait pas évidemment de créer encore, il ne fallait plus des inégalités. Mais le vrai enjeu, c'est que désormais, quasiment tous les enfants sont équipés d'un ordiphone. Nous, on n'est pas chercheurs, hein, on n'est pas sociologue, mais on observe nos pratiques et on s'en rend bien compte que le passage, par exemple au collège, on est dans le secondaire, collège-lycée, c'est l'élément déclencheur de l'acquisition d'un téléphone. Il n'y a pas de règles sociales. On a des enfants qui sont issus de classes défavorisées, qui mangent mal, mais qui pour autant
ont des appareils coûteux dans leur poche. Le vrai enjeu, c'est que chacun a un ordinateur sur lui, a une caméra sur lui, a un appareil photo sur lui. On me fera difficilement croire que lorsque quand nous avons un ou deux appareils photo ou une caméra en classe, chaque élève peut faire l'expérimentation, l'apprentissage de qu'est-ce que c'est que le cadrage, qu'est-ce que c'est que le montage, ce genre de réflexion. Ensuite, il y a des choses tout à fait simples sur les usages, et je convoque ici des usages qu'on peut transposer, je crois, à toutes les disciplines. Simplement la question de la prise de notes. C'est devenu un rituel pour nos élèves dans la classe que de sortir son téléphone sans évacuer les zones pratiques, puisqu'ils ont toujours pour nous des carnets de travail, des carnets de croquis. Les deux se co-complètent. Enfin, et avant que de redonner la parole à David, ce qui a été fondamental et qui va annoncer la deuxième partie de cette expérimentation, qu'on appelle Class Lab, c'est-à-dire repenser l'ergonomie, c'est que lorsqu'on a décidé de proposer à nos élèves d'utiliser leur smartphone pour travailler, on a fait la même chose. C'est devenu notre cartable, notre smartphone. Et donc ça a modifié à nous aussi notre posture. On s'est retrouvé, au contraire d'ici, et au regard du plan qui est là, de la configuration de la salle, non pas en frontalité, on n'a pas affronté nos élèves, mais on s'est bien retrouvé à côté d'eux, à les accompagner, puisque le numérique mobile, et c'est l'une des plus-values de l'outil, c'est pas une fin en soi, pour nous on n'est pas prof de smartphone, mais nous permet à tout moment, et dans n'importe quelle partie de la salle, et dans n'importe quelle configuration, y compris en sortie pédagogique, vous avez vu hier soir au musée, d'être à côté des élèves et de travailler en interaction avec le tableau vidéo projeté. C'est ça la plus-value. L'une des plus-values, c'est bien la mobilité, la proximité. Alors, Brice en a parlé, on a commencé à aborder le problème. La question elle est venue très simplement, je pense que c'est le cas de tout le monde. Quand on travaille, quand on a un téléphone, quand on est en train de s'amuser ou de communiquer, on peut regarder des choses, on peut lire des textes, et on se rend compte très vite que la posture de l'élève et la posture de l'adulte qui regarde son smartphone ou sa tablette, c'est plus, je pense que nous, on n'a plus de bureau à la maison. Je pense qu'on est comme tout le monde, on peut le faire dans son canapé, on peut le faire assis différemment, et donc c'est posé très rapidement la question de la posture, c'est-à-dire est-ce que, avec une salle classique et du mobilier traditionnel, on est quand même capable d'intégrer ces usages numériques. Brice l'a dit, on n'est pas prof de smartphone, le principe c'est de l'intégrer au fur et à mesure des pratiques traditionnelles, ça n'a pas effacé la peinture, ça n'a pas effacé le travail en volume. Mais la question c'était comment est-ce qu'on intègre, est-ce que ce qu'on a à disposition au sein de nos espaces classes, qui est quand même le premier dispositif pédagogique, est-ce que c'est bien adapté? Et donc du coup on a commencé à réfléchir avec nos chefs d'établissement, puisque c'est le maillon essentiel, à mon avis aussi, c'est qu'on ne peut pas se lancer dans ce genre d'expérimentation entre les smartphones et repenser l'espace classe sans avoir les chefs d'établissement qui nous suivent. Donc on a essayé de repenser nos espaces classes, on n'a pas exactement les mêmes types de salles, donc on n'a pas eu forcément les mêmes solutions pratiques, techniques, financières, parce qu'il a fallu quand même budgéter, ce ne sont pas des budgets conséquents, mais quand même. Et donc on est arrivé à repenser l'espace classe, c'est-à-dire à différencier les usages. Il y a peut-être des moments où les élèves ont besoin de collaborer. Est-ce qu'une salle et un déplacement sur 55 minutes, sur une séance de 55 minutes, c'est bien adapté. Donc on a mis différents espaces au sein de nos espaces classes, du mobilier qui peut se démonter en fonction des pratiques, qui peut se bouger, qui peut se déplacer, en prenant en compte la diversité des élèves, des espaces collaboratifs. Donc on a essayé depuis cette année, donc voilà, ça plantait. On a donc essayé de repenser des dispositifs et de verbalisation et de pratiques pédagogiques. Oui, pardon. Ça revient. Ça sera lu. Alors, super. La question, c'est vraiment ce qui ressort là-dedans. Ce sont des questions finalement de pédagogie. On dépasse rapidement la contrainte technique. La question du en quoi le numérique augmente le quotidien, mais oui, notre quotidien en tant que pédagogue. L'idée étant de co-construire effectivement. En quoi cela permet de co-construire? On travaille, les élèves travaillent côte à côte. Et puis, on dit l'élève de la tracteur, on est d'accord, pour qu'il puisse appréhender, s'approprier le dispositif de cours, il faut qu'il en fasse partie. D'ailleurs, nos élèves sont au courant qu'ils participent à une expérimentation. Et quand on les fait verbaliser là-dessus, on est très étonné de ce qui en ressort. On est très étonné par pour le coup, la maturité de ce qui en ressort. On rentre dans nos salles, dans ces temps de verbalisation, de partage, où on apprend à débattre, où on apprend à co-construire, où on se regarde.
quand je dis on se regarde, on est bien avec les élèves assis avec eux. On apprend à s'écouter. Et ce dont il parle, ben oui, nous formons une équipe. Oui, nous sommes un groupe. Oui, il y a une cohésion au sein de la classe. Oui, on apprend. On ne dit pas qu'on y arrive toujours, mais on est dans une situation, dans un dispositif de cours, dans une scénarisation de la séquence, de la séance, du dispositif de classe. On apprend à faire attention à l'autre. Moi, j'étais très surpris lorsque des collègues sont venus, les inspecteurs chez l'établissement, les journalistes sont venus, spontanément, des enfants de 12 ans qui parlent de l'altérité. J'étais mais vraiment surpris en employant bien le terme altérité. Donc là, c'est le moment où on mesure que finalement... Ça a un impact sur le climat scolaire, ça a un impact sur la relation entre pairs, sur la relation entre enseignants et élèves, parce que du coup, on n'est plus en frontal, on n'est plus dans ce genre de dispositif, on est avec eux dans la salle, on se confronte aux mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'on travaille avec les mêmes outils qu'eux, on travaille avec eux, et je pense que pour le mot de la fin, on va laisser le mot de la fin à Madame Rouge, puisqu'on arrive sur la deadline, j'imagine. Non, je crois que je vais attendre encore 7 minutes. Très bien. Alors si on a 7 minutes, On vous donne la main tout à l'heure. si, voilà, puisqu'on est là, on nous a annoncé pour essayer de relever quelles sont les plus-values de cette expérimentation sur 2 années maintenant. Effectivement, David a commencé à le dire, l'impact le plus fort, c'est la question du climat scolaire. Et on parlait, Marcel Lebrun parlait hier d'une école de la confiance. Eh bien, on en est réellement là. Et du statut, effectivement, et Madame Rouche, je pense, va vous en parler maintenant, du statut de l'erreur. C'est-à-dire qu'on apprend de ses erreurs, mais si on se donne les conditions et de l'acceptation d'ailleurs, et ça pose la question effectivement de l'évaluation et de la formation, on apprend de ses erreurs, et il s'agit là de dédramatiser. Quelque chose de très simple, et pour moi ce sera le mot de la fin, quand on est arrivé avec des coussins dans nos classes, à quelques euros, ça a vraiment changé dans le regard de nos élèves, des enfants et des adolescents avec qui on travaille. Vous faites attention à nous. Et ça n'a pas de prix. Moi, je ne peux plus travailler sans coussin dans une salle de classe. Il est là le rapport de confiance, il est gagné parce que c'est simplement, on oublie trop souvent qu'ils sont tout petits, y compris au collège et au lycée. Ce sont encore des enfants, de jeunes adolescents, et qu'ils ont besoin, et on le sait bien, on regarde de notre société, qu'ils ont besoin de beaucoup de bienveillance et d'accompagnement. Voilà. Et on essaye comme ça, c'est un peu l'ambition et la plus-value repérée de cette expérimentation sur repenser l'ergonomie de l'espace classe, la posture de l'élève, de l'enseignant et ce qu'on attend, les représentations que l'on se fait, les échanges. On laissera, je pense, Madame Rouge, faire le mot de la fin. Donc en effet, le mot commun, c'est bienveillance, mais aussi mobilité. Vous avez bien vu, vos 2 collègues intervenants, ils n'arrivent plus à s'asseoir. C'est pas parce qu'il n'y a pas de coussin, c'est simplement parce qu'ils sont tout le temps entre... C'est très embêtant pour notre collègue qui filme, alors on va s'arrêter là-dessus. Voilà, donc nos collègues sont foncièrement dans un climat plastique, dans une situation où ils circulent entre les élèves parce que la pratique est essentielle, elle est exploratoire et elle n'appartient pas à quelque chose qui serait une mise en application, une mise en activité. Mais il est bien un questionnement plastique duquel on va faire émerger évidemment des connaissances, des apprentissages, peut-être des apprentissages techniques, mais pas seulement. Et en effet, en suivant cette expérimentation depuis maintenant 2 ans, en tout cas ces modifications, je me suis rendu compte que les élèves avaient acquis réellement avec nous aussi ce regard bienveillant, parce qu'on rentrait les voir, on ne rentrait pas simplement dans un univers, salle de classe, souvent assimilé à un bocal, où et inévitablement les élèves dans un rythme ou un dispositif de cours un peu répétitif sont là, on dit on va attendre, le professeur fait cours, on va noter, on va devoir noter. Là, il y a une surprise perpétuelle et c'est surtout l'élève qui a le droit de choisir sa meilleure position, sa meilleure disposition pour pouvoir répondre à la question. Et donc, inévitablement et sans doute, les élèves
prennent une planche, la posent sur des tréteaux, décident de travailler à plat, se mettent à un tableau, vont à un ordinateur. Ça n'a rien de déclaratif ou de magique. C'est réellement la preuve que c'est l'élève qui apprend et pas nous qui lui apprenons quelque chose, comme on disait hier. Donc voilà. Il y a un sourire dans toutes ces classes, il y a le plaisir d'apprendre et ça c'est merveilleux. Alors juste, on n'a pas montré de vidéo, je sais qu'il y a l'agence des usages de Calendrier qui est venue filmer, on ne va pas la montrer puisqu'elle n'est pas finalisée, mais normalement d'ici une semaine, voilà, il devrait y avoir une première vidéo sur une de ces salles de classe en élèves, voilà, qui sera en ligne sur le site de l'agence des usages numériques. Voilà, merci de votre écoute. Je pense qu'on va passer à vos questions.